Malgré le plan épervier, la cavale continue pour ces détenus libérés par des complices armés. Ils ont attaqué hier un fourgon de la gendarmerie. 2 personnes ont été interpellées. Dans la Somme, après le meurtre de la jeune Christelle, un appel à témoins a été lancé. Les gendarmes exploitent la piste de la fourgonnette sous laquelle a été retrouvé le corps. Le droit à l'école pour tous, ou le combat des parents d'un jeune handicapé qui revendique que leur fils de 13 ans soit scolarisé. Ils portent plainte contre l'État. L'incontournable festival d'Aurillac pour les amateurs de théâtre de rue, 400 troupes au rendez-vous, avec notamment l'une des tragédies de Shakespeare, interprétée entièrement à cheval. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de 24 heures après l'attaque d'un fourgon de la gendarmerie pris d'assaut par plusieurs malfaiteurs, le détenu est toujours en cavale, malgré le déploiement d'importantes forces de police. 2 hommes ont été arrêtés, mais aucune certitude quant à leur implication directe dans cette évasion plutôt musclée. Christophe de Valembras, Alain Darrigrand. Les gendarmes fouillent les moindres petits chemins de campagne. Depuis 24 heures maintenant, tout le département est minutieusement quadrillé pour retrouver les fugitifs. Ce soir, sur les 4 hommes recherchés, au moins 2 sont toujours dans la nature. Nous avons 2 témoins à l'heure actuelle dans les locaux de la gendarmerie d'Angoulême et donc nous les entendons activement. 2 complices? Je ne peux pas vous le dire, c'est l'enquête qui le déterminera. En ce qui concerne le détenu qui s'est évadé? Pour l'instant, nous ne l'avons pas retrouvé. Vous avez des pistes? Pas mal. L'endroit particulièrement dégagé était idéal pour cette opération commando. Hier, en fin d'après-midi, la 406 des malfaiteurs percute la voiture des gendarmes, la propulse dans un champ immobilisé. Les 3 hommes se précipitent, ouvrent le feu avec des armes de gros calibre. Personne n'est touché, mais en quelques secondes, le prisonnier est libre. Le commando regagne alors la route et s'empare d'une première voiture sous la menace. Mais quelques kilomètres plus loin, dans la précipitation, c'est l'accident. 2 témoins s'arrêtent, les malfaiteurs s'emparent des véhicules. J'ai voulu porter secours et là, quand je suis arrivée, ça sortait de tous les côtés, des hommes en noir, cagoulés. Il y en a un qui s'est précipité avec il a abaissé sa cagoule, présenté un pistolet. Là, il m'a dit descends de ta voiture, salope. Et puis donc j'ai tout laissé. J'ai dit ne tirez pas, j'ai tout laissé. Ce soir, les recherches se poursuivent. Au moins 2 malfaiteurs sont donc toujours en cavale, considérés comme lourdement armés et dangereux. Une autre évasion, celle-ci à l'intérieur même de la prison de la Santé. Les premières conclusions sont accablantes pour l'administration pénitentiaire. C'est le frère de l'évadé, membre présumé de l'ETA, qui a pris sa place au parloir. Suprême ironie. 1 semaine après les faits, il a lui-même informé les gardiens de cette rocambolesque supercherie. Reportage Julie Benzoni, Michel Levasseur. Il est sorti comme un simple visiteur. Ismaël Berasategui Escudero s'est évadé de la prison de la Santé grâce à son frère. Les 2 hommes se ressemblent. Ils ont tout simplement échangé les rôles lors d'une visite au parloir. La cabine se décompose en une salle de 2 mètres sur 2, munie d'une table et de 2 chaises. Et les détenus peuvent à loisir s'intervertir très simplement. José Escudero rentre comme visiteur et attend dans le parloir. Comme le veut la procédure, le détenu passe les contrôles avant de le rejoindre. Il reçoit sur la main un tatouage à l'encre invisible créé spécialement pour éviter ce genre d'évasion. Les 2 frères ont-ils réussi à faire passer le tatouage d'une main sur l'autre? 2 enquêtes sont en cours, l'une de la police, l'autre de l'administration pénitentiaire elle-même. Et ce n'est pas parce qu'il y a une action comme celle-là que systématiquement ça veut dire qu'il y a une faute professionnelle de la part de l'un ou de l'autre des membres de l'établissement. Pendant 6 jours, l'administration pénitentiaire ne s'est aperçue de rien. C'est José Escudero qui a lui-même informé les gardiens qu'il avait pris la place de son frère. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Désormais dans la nature, Ismaël Berasategui Escudero, membre présumé de l'ETA, est de nouveau sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour une série d'attentats commis pendant l'été 2001, comme ici, à Salou, dans le nord de l'Espagne. Autre titre de ce journal, l'enquête sur le meurtre de la jeune Christelle dont le corps a été retrouvé mercredi matin. A priori, il n'y aurait pas de lien, semble-t-il, avec les 2 précédents meurtres dans la Somme. Cette fois-ci, pas de traces de sévices sexuels. Les gendarmes poursuivent leur enquête de voisinage et ont lancé un appel à témoins. Seule piste pour l'instant explorée, celle de la fourgonnette. Aurélia Guillemin, Anne Mourgue et Florence Chalandon. C'est pour le moment leur principale pièce à conviction.
À l'avant-gauche du véhicule, les traces de sang sont multiples et bien visibles. Mais à la lumière du crimescope, les techniciens de l'Institut de recherche criminelle espèrent mettre en évidence bien d'autres indices. Ça peut être une trace de doigt, une trace de pied, un cheveu, n'importe quoi. Donc là, on ratisse large, mais pour le moment, ça nécessite une exploitation scientifique derrière. L'origine de la camionnette, c'est ce dépôt situé à Bucois, près d'Arras, pour le compte de la société France Rabotage. Un parking fermé, mais où le véhicule était d'ordinaire stationné, clé sur le contact. Comment, où et quand ce fourgon a-t-il croisé le chemin de Christelle? Vers 20 h, elle quitte le domicile de son père, à Villers-Bretonneux. Direction Corbie et la place du village où les jeunes se rassemblent. Mardi soir, elle était parmi eux. Moi j'étais ici à partir de 9 h jusqu'à 11 h du soir à peu près. Moi j'ai bougé une fois entre deux et Christelle elle est arrivée. J'ai été chercher Jérémy, il n'est pas revenu. Je lui ai dit attends-moi ici, j'arrive. Je suis revenu une demi-heure après, elle n'était plus là. Ouais, il devait être 10h30, 11h moins quart. Cet après-midi, chacun de ces jeunes a été entendu par les gendarmes. Ils concentrent aujourd'hui leur enquête de voisinage dans un périmètre de 5 km autour des lieux où Christelle a été retrouvée morte, tuée à l'arme blanche. Menons-en à la découverte de ce véritable arsenal dans le Bas-Rhin, un atelier clandestin de fabrication de munitions avec sur place une documentation néo-nazie. On retiendra que le couple interpellé avait déjà fait l'objet d'une condamnation. Ils avaient pourtant obtenu par la suite un permis de port d'armes. Christophe Nédart, Jean-Pierre Pasteur. C'est un arsenal impressionnant. Les policiers ont saisi une vingtaine d'armes à feu, 8000 douilles, 16 000 cartouches et 8 kilos de poudre. Ce stock appartient à un couple soupçonné de trafic de munitions. Lors de leur perquisition, les enquêteurs ont également saisi des textes néo-nazis et révisionnistes, des documents qui proviennent en partie de sites internet. Du coup, la justice craint qu'une partie des cartouches était destinée à des groupuscules d'extrême droite. La thèse des auteurs, c'est de dire que c'était uniquement pour le tir sportif. C'est un peu assez improbable comme thèse, puisque notamment on a retrouvé des munitions de guerre. Ces personnes, effectivement, évoluent dans la mouvance extrémiste. Donc on peut imaginer, c'est à l'enquête de l'établir, que peut-être une partie de ces munitions serait partie de ce côté-là. Cette affaire pose aussi le problème du permis de détention d'armes. Normalement, ces deux personnes n'auraient jamais dû l'obtenir auprès de la préfecture. Car depuis 1995, ils ont un casier judiciaire suite à une condamnation pour trafic de stupéfiants. Une négligence administrative qui laisse pantois les habitués du club de tir où ce couple vient s'exercer. Quelqu'un qui vient chez nous, demande à faire partie du club et ensuite fait une demande de détention, c'est tout à fait dans le cadre réglementaire. Vous ne saviez pas qu'il y avait une condamnation antérieure? Absolument pas, parce que si on l'avait su, on n'en serait pas arrivé jusque-là. Le couple a été mis en examen, notamment pour cession illicite de munitions. Déférés devant un juge d'instruction, ces deux personnes ont été laissées en liberté et placées sous contrôle judiciaire. À quelques jours de la rentrée scolaire, la révolte des parents d'un jeune handicapé de 13 ans qui se battent pour que leur fils, après une année de recherche, soit à nouveau scolarisé. Leur combat rejoint celui de bon nombre de familles laissées dans le désarroi par manque de structures adaptées. Ils attaquent l'État en justice et revendiquent le droit à l'école pour tous. Laurent dit. À l'approche de la rentrée scolaire, ce jeune polyhandicapé de 13 ans risque de se retrouver privé de scolarité pour la deuxième année consécutive. Faute de place dans une école spécialisée, Pierre risque d'être contraint de continuer sa principale activité, à savoir de simples balades avec son père. Une situation de plus en plus mal vécue par l'enfant. J'essaie d'éviter les sorties de l'école vers 4h30, 5h, de l'école primaire, parce que de voir les autres gamins, ça l'énerve, ça l'excite, parce qu'il a envie d'être avec eux. C'est ça le principal problème pour nous, c'est ça. Allez, viens. T'es prêt? Allez, vas-y, tape dans le ballon. De fait, Pierre est au centre de la vie de la famille. Ses parents ont aménagé leur travail, essayant d'être le plus possible à la maison. La DAS a bien proposé une place en école spécialisée, mais hors du département, selon les parents. Des parents qui ont aussi refusé une aide à domicile, car ils attendent plus de l'État que le simple traitement de leur cas particulier. Aujourd'hui, on attend à très court terme d'un plan d'urgence.
des plans d'urgence pour que Pierre et tous les enfants qui sont dans la même situation que lui puissent bénéficier d'une prise en charge médico-éducative. Pour débloquer cette situation, les labouriers ont finalement décidé d'attaquer l'État pour manquement à son obligation d'éducation. Nous disons à l'État, payez, puisque vous ne pouvez pas créer la place, payez pour Pierre. Évidemment, ce que recherchent les parents de Pierre, ce n'est pas de l'argent, mais c'est de créer cet électrochoc de façon à ce que d'autres parents se joignent à ce type d'action et que l'État prenne enfin ses responsabilités. Car Pierre n'est en effet pas le seul à être dans ce cas. Environ 15 000 autres enfants handicapés se trouvent aujourd'hui en France sans solution éducative. Et rappelons que le président de la République, le 14 juillet dernier, avait indiqué que la place des handicapés serait l'une des grandes préoccupations de son quinquennat. Sur le front des inondations, situation extrêmement alarmante en Chine. Plus de 600 000 personnes ont été évacuées. C'est le centre du pays qui fait l'objet de toutes les inquiétudes. À pied d'œuvre, des milliers de soldats et des réservistes pour renforcer les digues. Paul de Genève. La course contre la montée des eaux. Ils sont près d'1 million, sauveteurs, soldats et volontaires, à lutter contre les flots du lac Dongting. À bout de bras, ils portent des tonnes de sable pour colmater, renforcer les digues. Cette retenue d'eau, grande comme le Luxembourg, menace toujours de déborder. Sa cote d'alerte est dépassée de près de 3 mètres. En 1998, des inondations dans cette même région du Hunan avaient fait près de 4000 morts. Mais encore une fois, et en dépit des immenses travaux réalisés depuis 4 ans, l'eau a débordé. 600 000 personnes ont été évacuées et 27 000 maisons ont été détruites. En tout, plus de 8 millions de personnes sont sinistrées. Dans le village de Laoji, près de 5 000 personnes ont été déplacées, mais beaucoup d'autres sont restées. Cette femme tient une épicerie aujourd'hui sous plusieurs mètres d'eau. Elle tente de récupérer ce qui peut encore l'être avant elle aussi de partir. Aucun dirigeant local n'est venu pour nous expliquer la situation. Aujourd'hui, l'inondation est importante et l'eau continue de monter. Je dois donc m'en aller. Et l'eau pourrait encore monter, au moins jusqu'à dimanche. La crue du fleuve Yangtze qui se déverse dans le lac n'a pas encore atteint son point le plus haut. Les villes, mais surtout les rizières sont menacées. Cette région est l'un des greniers arides de la Chine. 16 personnes au moins sont mortes, mais depuis le début de l'année, les inondations en Chine ont fait plus de 900 victimes. En Allemagne, l'heure est également au bilan. Désormais, ce sont 26 personnes qui ont trouvé la mort dans ces inondations. L'Union européenne devrait avancer plus de 500 millions d'euros de subventions aux agriculteurs allemands. Sur le terrain, chacun participe aux travaux de renforcement des digues. Reportage Patrice Romden. Pas un chat au centre-ville. Les habitants qui, à la faveur de la décrue, reviennent timidement n'ont qu'une hâte, renouer avec leurs habitudes. Ainsi, Evelyne et sa fille, venues passer une tête à l'intérieur de leur maison, empaquetée façon Reichstag par Christo. L'eau n'est pas arrivée jusqu'ici, même si la famille avait tout prévu avant l'évacuation. On a mis toutes nos affaires au premier étage et les plus gros meubles, on les a déménagés chez des amis. Vous savez, on a vécu pendant 10 ans dans un appartement et cet endroit symbolise la réalisation de nos rêves. Le rêve, c'est surtout le jardin qu'on débarrasse des mauvaises herbes. Surgit alors la voisine, elle est restée. Coucou, comment on se retrouve? Vous savez, avant-hier, dans la ville, le silence était total. C'était pire qu'un jour férié. La boulangerie et la charcuterie sont encore fermées, je crois. Oui, mais le supermarché est ouvert, comme ça tout le monde aura sa ration. Peu importe, il y a des fruits aux arbres et quelque chose qui ressemble au bonheur dans ce pavillon dont un détail sur la façade attire l'attention. 2 initiales, NJ. Ce sont les initiales de mon mari. Avant de partir, il les a scotchées sur la façade en disant « Si la maison se noie et les plongeurs la cherchent, ils la retrouveront grâce à mes initiales ». Et de l'humour, il en faudra encore aux habitants de Wittenberge, car même s'ils sont quasiment assurés de rester au sec, l'Elbe, de son côté, prendra son temps avant de daigner regagner son lit et rendre à la population ce paysage qu'elle chérit tant. Et en France, pour clore ce chapitre, un orage aussi bref que violent a totalement inondé 2 rues de Saint-Étienne. Gilles Marinet. En quelques minutes, selon Météo France, il est tombé 39 mm d'eau. 15h30 cet après-midi, l'orage transforme les rues des quartiers sud de Saint-Étienne en torrent. Circulation difficile,
trafic ralenti et pour certains automobilistes, désastre. Dans ce lac, d'1,50 m de profondeur, ils n'ont plus qu'à partir à la recherche de leur voiture. Une dizaine de véhicules sont submergés au pied des immeubles, un endroit de Saint-Étienne qui n'en est pas à sa première inondation. Le bâtiment est situé dans une cuvette et quand il fait orage, toute l'eau s'accumule là dans cette cuvette. Ce qui s'est produit le même phénomène il y a 2 ans, lors d'orages violents. La mairie est tout à fait au courant de ce qui s'est passé. Et ils ont fait en partie le nécessaire pour détourner un peu les égouts, mais il restait, je crois, une grosse partie de travaux qui devaient relier la grande rue. Et on a toujours 1,20 m d'eau dans la rue. 2 rues de Saint-Étienne ont été particulièrement malmenées et Météo France annonce pour ce soir d'autres orages. Parfum de rentrée pour Jacques Chirac, revenu de ses vacances à La Réunion. Une pause au fort de Brégançon avant le premier conseil des ministres en milieu de semaine prochaine. Laurent Hakim, Grégory Vasseur. L'année dernière, il est sorti l'année dernière. Sa voiture, ça fait vraiment trop drôle. Si on l'a vu à la messe aussi. Les meilleures années, c'est carrément la poignée de main, mais cette fois, la centaine de vacanciers venus accueillir Jacques Chirac devra se contenter d'un rapide coucou à la portière. Plusieurs heures d'attente pour une silhouette et un bras, il s'agissait de ne pas louper la photo. On a Richard Virenque, mais président, non, pas trop quoi. Il est passé trop vite, on n'a pas eu le temps. Richard Virenque est sur la photo car quelques minutes avant, le cycliste en vacances dans la région a bien failli voler la vedette à Jacques et Bernadette. Finalement, il a fait demi-tour. Depuis 2 jours, de toute façon, on est un peu surexcité aux alentours du fort. Certains ont sorti les drapeaux pour saluer le chef de l'État à son passage. D'autres se disent que de toute façon, il passera peu de temps ici et que ça ne changera pas le tableau. Je croyais qu'il arrivait hier soir. Non, il arrive demain en principe. Ah bon, donc il y a quelques jours... Après l'attentat manqué du 14 juillet, on a sérieusement augmenté le nombre de képis autour de Brégançon pour la venue du président. Reste que dans le petit village de Bormes-les-Mimosas, on attend quand même Jacques Chirac pour la messe de dimanche et pour le bain de foule qui va avec. Il aspire à une certaine liberté dans son emploi du temps, donc il ne nous annonce pas ce qu'il va faire. Mais bon, je pense quand même qu'il résistera difficilement à la tentation de se mêler aux Borméens et aux vacanciers. Sur le fort d'en haut, le drapeau flotte. Sur la plage d'en bas, on guette le président en vacances. Château Chirac, comme on dit ici, est redevenu un endroit très branché. À quelques jours du sommet de la Terre à Johannesburg, l'association Attac tient son université d'été. Elle a retrouvé l'un de ses leaders charismatiques, José Bové, sorti de prison. Caroline Gauthier, Christophe Larocca. Été studieux pour les anti-mondialisations. Les adhérents d'Attac planchaient aujourd'hui sur leur thème de prédilection, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'occasion de réfléchir aux différents systèmes de taxation et d'en débattre. La taxation sur le patrimoine des grosses fortunes, qu'on évalue à peu près à 1000 milliards pour les 225 plus grosses, et là on leur prend la moitié. Je ne suis pas sûr qu'on puisse leur prendre la moitié tous les ans. Au centre des discussions, le système de santé, l'avenir des retraites, les OGM ou encore la gestion de l'eau. Depuis sa création il y a 4 ans, l'association a pris de l'ampleur, multiplié les combats, au risque peut-être de perdre son identité de départ. Cette domination financière, elle touche tous les domaines, donc c'est à la fois justifié d'attaquer toutes ces choses-là. Je pense qu'on a un équilibre à trouver entre une dispersion et puis une efficacité. Tous ces problèmes-là, moi j'ai l'impression qu'ils sont quand même liés. On ne peut pas simplement militer pour une taxe Tobin, moi ça me semble un petit peu court. Si nous laissions faire les choses, nous traiterions encore 70 autres sujets. Parce qu'il y a une pression énorme venant de nos adhérents ou de sympathisants ou de l'extérieur pour nous demander de prendre en charge tel ou tel dossier. Être sur tous les fronts, inévitable alors quand plus de 25 000 citoyens se reconnaissent dans un mouvement. Mais qui sont justement ces militants d'Attac. Je les trouve plus les classes non moyennes, je les trouve plus dans les syndicats que dans Attac. Selon José Bové, pourtant, ces catégories populaires se retrouveraient dans les 250 comités locaux. On peut avoir aussi bien l'instituteur que l'agriculteur, que le salarié de coopérative agricole, et donc on regroupe des gens socialement à partir du lieu géographique que nous sommes. 4 jours encore de devoirs de vacances, puis Attac fera à son tour sa rentrée.
Une journée de retour sur les routes des vacances, classée orange aujourd'hui et rouge demain. Déjà ce soir, 255 km de bouchons. Prudence donc si vous devez prendre le volant. Ceci nous amène à la circulation des poids lourds sous le tunnel du Mont Blanc. La réouverture du tunnel sous haute sécurité depuis 2 mois semble décourager les camionneurs qui vivent mal la multiplication des contrôles et la circulation alternée. Du coup, c'est le tunnel du Fréjus que continuent d'emprunter les poids lourds. Benoît Guédret, Philippe Hivet. C'est au tour de Julien de pénétrer dans le tunnel. Depuis la réouverture, les camions circulent dans un seul sens pour éviter une collision. France-Italie, Italie-France, cela change toutes les heures avec un mot d'ordre, prudence. À la distance de sécurité de 150 mètres et à rouler à 70, c'est bon. Mais qui dit alternat dit temps d'attente. S'ils arrivent trop tôt ou trop tard, les chauffeurs doivent patienter avant de passer. Il faut attendre aussi 2 heures. Ça va pas bien, ça. Pourquoi? C'est mieux rouler et pas attendre ici. Alors, pour ne pas attendre, beaucoup de chauffeurs continuent d'emprunter le tunnel du Fréjus. En témoigne le parking de régulation de Chamonix, en grande partie vide. Gert Hickman dirige une société de transport spécialisée vers l'Italie. Pour lui, l'attente au Mont Blanc coûte trop cher. 2 heures d'attente vont nous coûter déjà quasiment 12 € de plus. Et pendant ce temps-là, on n'est pas productif. Et ces heures-là, on est obligé de les absorber sur des marges qui sont déjà extrêmement réduites. Ajouté au problème de l'attente, celui des prix plus élevés pour les camions dépassant le gabarit standard. Du coup, seulement 500 camions empruntent chaque jour le tunnel, contre 3000 avant la catastrophe. Les ministres ont fixé eux-mêmes un objectif au tunnel du Mont Blanc, c'est d'arriver à passer 35% du trafic des Alpes du Nord, ce qui correspondrait à peu près un petit peu plus de 2000 poids lourds par jour. Donc on en est loin. Nous en sommes très loin. Le tunnel perd donc actuellement de l'argent. Les exploitants souhaitent au plus vite un retour à la circulation dans les 2 sens. Une décision politique dans une région où les opposants restent vigilants. On a beaucoup parlé ces derniers temps de ces réseaux de proxénètes qui exploitent sexuellement des jeunes femmes, parfois mineures, venues de Roumanie. Cette semaine, l'un de ces réseaux a été démantelé à Paris. Dorothée Cochard, Alain Locaccio. 8 proxénètes, dont un mineur. C'est dans cet hôtel de la région parisienne qu'a été arrêté le réseau lundi matin, un réseau familial qui forçait une dizaine de jeunes femmes à se prostituer chaque nuit sur les boulevards parisiens. Et le trafic était fructueux pour les jeunes proxénètes. Suffisamment pour envoyer 10 à 20 000 € par mois à leur mère en Roumanie. Mais le rôle de la maman ne s'arrêtait pas là. La mère, une femme d'une quarantaine d'années, vivait en Roumanie. Elle se chargeait donc pour le compte de sa famille de recruter des jeunes femmes en Roumanie en leur faisant miroiter la possibilité de pouvoir travailler à Paris et donc forcément de s'y installer. En Europe comme en France, la prostitution s'internationalise. Les femmes originaires des pays de l'Est sont de plus en plus nombreuses. Elles seraient 300 000 dans la communauté européenne, victimes de réseaux très organisés. Pourquoi d'un seul coup, une personne qui arrive de Roumanie, on la retrouve à Anvers, on la retrouve à Bruxelles, on la retrouve à Lille, on la retrouve à Paris, on la retrouve à Rouen. Ça veut dire qu'il y a bien des choses qui circulent et qu'il y a des points de repère. Les gens ne vont pas s'amener comme ça directement de Roumanie, du jour au lendemain. Pour tenter d'enrayer le phénomène, Nicolas Sarkozy promet pour la rentrée une nouvelle loi expéditive. Une loi qui permettrait d'expulser toute personne étrangère coupable de racolage. En Italie, la rave-party géante Technival coûte une fortune à la commune où s'est déroulée la fête. Les 18 000 participants rêveurs ont laissé derrière eux dimanche dernier 30 mètres cubes de déchets, soit le prix de la totalité du budget de ramassage des ordures de l'année de la municipalité. Le chiffre avancé, 30 000 € pour déblayer les canettes, les verres et les mégots laissés sur place. En Espagne, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Bilbao pour soutenir la coalition indépendantiste Batasuna. Pas d'incident, mais une forte mobilisation des sympathisants de ce mouvement qui parlent de génocide politique contre le Pays basque. En question, l'éventuelle suspension des activités de la coalition indépendantiste. Le juge espagnol Garzón pourrait procéder à la suspension du mouvement et ordonner la fermeture de ses locaux.
À Belfast, en Irlande du Nord, une poignée d'extrémistes prennent le sport comme terrain. Des menaces de mort proférées contre un des footballeurs ont amené Neil Lennon à stopper net sa carrière internationale pour sa propre tranquillité et celle de sa famille. Vincent Nguyen. Tant qu'il joue en vert et blanc avec les catholiques du Glasgow Celtic, Neil Lennon ne dérange personne. Mais lorsqu'il est capitaine de l'équipe nationale d'Irlande du Nord, région à majorité protestante, il gêne. Parce que le footballeur est catholique, il a été maintes fois sifflé, non par l'arbitre, mais par le public. Et maintenant, ce sont des menaces de mort. Cette fois, c'en est trop. Mes parents sont bouleversés. J'ai une fille de 10 ans qui ne sait rien de tout ça. On essaie de la tenir le plus loin possible de cette affaire, mais je ne peux pas mettre mes proches face à de telles situations, tout le temps. Donc j'ai bien réfléchi et j'ai décidé que je ne reviendrai pas jouer pour l'Irlande du Nord. La menace a été proférée au nom de la Force des volontaires loyalistes, un groupe protestant opposé au processus de paix. Un appel reçu mercredi par la BBC à quelques heures d'un match amical contre Chypre. La police a pris la menace au sérieux car la situation à Belfast est pour le moins tendue. Ces derniers jours, dans l'est de la ville, les deux communautés se sont affrontées très violemment. 15 policiers ont été blessés. Ce n'est pas nouveau, 30 ans que cela dure. Mais la démission de Neil Lennon a ému sportifs et politiques car elle est un symbole fort. Il y a des années, quand je jouais, il y avait des protestants et des catholiques dans l'équipe. Et les supporters des deux communautés nous encourageaient ensemble. Aujourd'hui, la politique s'immisce dans les stades alors qu'elle était priée de rester au vestiaire. Carton rouge. Sur les plages des vacances, nouvel accident de plongée, le 10e de la saison en Méditerranée. Cette fois-ci, c'est un homme de 30 ans qui faisait de l'apnée qui a été retrouvé sans vie. L'occasion de revenir sur les dangers de ce sport qui est aussi une passion. Nathalie Jourdan, Virginie Liado. On va essayer de ressentir un petit peu la pression au niveau des poumons. Toujours la compensation, le relâchement. Plonger sans autre réserve que l'air des poumons. Faire comme si l'eau était son élément. Pour y parvenir, sans risquer sa vie, un principe de base: ne jamais être seul. La première cause d'accident, qui est très rare, heureusement parce qu'on est plusieurs, qu'on est nombreux, c'est les gens qui perdent connaissance dans l'eau, qui ont fait une apnée trop longue et puis qui se noient parce qu'ils n'ont personne. Un film culte, des records à l'appel, l'apnée fascine les adeptes de sensations ou les chasseurs sous-marins. Imprudents ou trop confiants, 6 plongeurs sont morts cet été. Recordman du monde de plongée avec 154 mètres de profondeur, Loïc Leferme transmet une autre philosophie à ses élèves. Plonger en toute sécurité, c'est rendre quelqu'un autonome dans sa pratique. Ça ne veut pas dire lui permettre de pouvoir être suffisamment autonome pour qu'il aille plonger tout seul. Ça veut dire être maître de son comportement dans l'eau, de progresser avec, on va dire, raison, et de ne pas griller les étapes. Patience, humilité, des vertus martelées par les apnéistes professionnels pour que leurs émules puissent goûter aux profondeurs sans un jour descendre trop bas. Et puis un bateau de plaisance parti des Sables d'Olonne hier en début d'après-midi n'est pas rentré au port. Les recherches se poursuivent depuis 24 heures maintenant. À bord 3 personnes dont on est sans nouvelles. Un mot de sport, au championnat du monde d'escrime à Lisbonne, les Français viennent de décrocher leur première médaille d'or dans l'épreuve d'épée par équipe. Christophe Tortora. Avec cette 45e et dernière touche, Fabrice Janet offre avec son épée la plus belle des médailles à ses coéquipiers. La première médaille en or pour l'équipe de France au championnat du monde à Lisbonne. Une immense satisfaction pour les 4 mousquetaires, Benoît Janvier, Jean-Michel Lucenay, Hugo Bry et Fabrice Janet. En finale, ils ont nettement dominé les Russes. Les Français à gauche à l'écran, ils allument rouge. Le champion du monde Kolobkov n'a rien pu faire contre leur rage de vaincre. Des Français revanchards, Kolobkov les avait dominés en individuel. L'épée par équipe offre à la France sa 5e médaille en 5 ans. 5 médailles, c'est aussi le bilan définitif des équipes de France lors de ces championnats du monde. Une moisson qui confirme la bonne place de la France dans cette discipline olympique.
Et puis autre trophée, 3 médailles dont 2 en or remportées aujourd'hui par la France au championnat du monde de canoë-kayak à Bourg-Saint-Maurice. Une de ces médailles d'or dans l'épreuve de canoë biplace par équipe. Les équipes françaises ont été félicitées par le ministre des Sports, Jean-François Lamour, qui a salué, je cite, leur bel esprit d'équipe. Sur le bassin d'Arcachon, les cabanes sur pilotis, dites tchanké, provoquent une polémique. L'État a entrepris d'en expulser les occupants, mais ceux-ci n'arrivent pas à se résoudre à quitter les lieux. Reportage en Gironde, David Bazier, Bernard Bonarme. Ces vues du ciel, quelles sont les plus belles? Les cabanes tchanké du bassin d'Arcachon tirent leur nom du patois échasse, des cabanes sur pilotis. Serge Vaubois est l'un des 5 occupants d'une de ces cabanes. Depuis le jour où mademoiselle Longo, la fille du bâtisseur, lui a légué en héritage la jouissance des lieux. Mais voilà aujourd'hui, il est expulsable car il est impossible d'hériter d'un bien situé sur le domaine maritime public. C'est vrai que j'y passerai, je la regarderai, mais bien sûr avec beaucoup de peine, allez, je dirais. Mais bon, c'est la vie. Propriétaire de la bande côtière, l'État est chez lui. La présence des personnes privées n'est que tolérée. Mais chose curieuse sur le bassin d'Arcachon, seul M. Vaubois et ses amis sont visés par des procédures d'expulsion, alors que des centaines d'autres cabanes sont dans la même situation depuis de longues années. Les autres cabanes, leur situation est étudiée. Un certain nombre d'occupations illégales seront régularisées, mais beaucoup d'autres seront... il est possible que d'autres occupants soient expulsés également. Explication embarrassée des pouvoirs publics, car certains évoquent la jalousie et les convoitises d'autrui. 60 ans après leur construction, les cabanes tchanké sont en effet partout. Cartes postales, peintures, fresques, elles sont devenues comme la tour Eiffel du bassin d'Arcachon. Les plaisanciers se pressent à leurs pieds et beaucoup demandent à M. Vaubois d'avoir l'honneur d'y pénétrer. Oui, c'est absolument unique ici. Un point d'attraction, un point de repère pour toute la région, pour tout le bassin. M. Vaubois lui trouve injuste d'être expulsé, alors qu'il a contribué à maintenir la cabane en état sans l'aide de personne. Dieu sait si tous les élus de quelques communes que ce soit du bassin se glorifient des cabanes tchanké, se disent c'est le fleuron de notre bassin, c'est l'image typique du bassin, il n'y a que les cabanes qu'on voit et on les voit mondialement partout. Mais il n'y en a pas un qui est venu dire je vous porte 20 centimes. La commune de la Teste de Buch est candidate pour gérer le site. M. Vaubois espère une entente pour ne pas perdre tout à fait son petit coin de paradis. Les Arts de la rue à Aurillac, dans le Cantal, un rendez-vous incontournable, 400 troupes qui présentent leur spectacle avec comme point commun l'originalité. Cette année, le théâtre du Centaure adapte l'une des célèbres tragédies de Shakespeare. Tout se fait à cheval. Abdal Mostefa et Jean-François Meunier. Quelque part dans les monts d'Auvergne, un drôle de chapiteau et de drôles de comédiens se sont posés. Dans cette troupe, on rêve de créer le Centaure, comédien mi-homme, mi-animal. Depuis 89, c'est un travail quotidien, un échange presque imperceptible avec le cheval. C'est un travail qui se fait vraiment avec le poids du corps, avec les jambes, avec l'ensemble du corps. C'est un dialogue physique, interne et physique. Par superstition, on ne peut dire combien de chevaux compte la compagnie. Sachez simplement qu'on les considère comme des comédiens à part entière. Il peut être tranquille comme ça dans la coulisse, le rideau s'ouvre, il explose. C'est en ça qu'il est comédien aussi. Voici venue l'heure du crime, celui de Macbeth et Lady Macbeth. La bienvenue dans tes yeux, ta main, ta langue, élève de la fleur innocente. Le couple assassinera le roi d'Écosse pour prendre le pouvoir et tyranniser tout un peuple. Avec le théâtre du Centaure, Shakespeare et sa tragédie prennent une dimension plus animale. La pièce commence par un texte des sorcières qui dit « L'infect est beau, le beau est infect ». Et ce mélange des contraires, c'était très fort pour nous, parce que voilà, on cherche le centaure, et le centaure, c'est le mélange entre une moitié animale et une moitié humaine. Ni homme, ni animal, ni cirque ni théâtre, le Centaure se veut atypique, à l'image du festival d'Aurillac.
La fin du festival d'été avec en vedette la musique baroque à Sablé dans la Sarthe. Quelques 200 artistes ont eu l'occasion de présenter un certain nombre d'œuvres méconnues ou rarement interprétées. Claude Crespo et Cyril Paquier ont rencontré l'une de ces cantatrices. Une fois l'an, Sablé sort de sa langueur pour accueillir un festival de musiques anciennes. Une des vedettes de l'édition 2002, la soprano Patricia Petitbon. Heureusement, elle ne tient pas ses promesses. Ce serait nous priver de sa nature espiègle, accompagnée par les 22 musiciens des Folies Françaises. Hier à Milan, aujourd'hui au bord de la Sarthe, toujours entre deux vocalises et deux valises, mais avec la même passion, la musique. C'est quelque chose qui vous, je pense, qui vous prend très petit, qui vous dévore, et puis un jour vous ne pouvez plus vous en passer si vous mordez comme dans une pomme. La Folie, une œuvre de Jean-Philippe Rameau. Et dans cette interprétation, le tempérament comique de Patricia explose. Une métamorphose qui a commencé très jeune, témoin cette prestation en dalmatien. Je suis quelqu'un d'assez caméléon, tout m'inspire. Chanter pour moi c'est donner des émotions et c'est aussi faire des sons qui peut-être quelquefois seront laids ou beaux. Anticonformiste, cette épicurienne s'est aussi parfois cédée aux conventions. À Sablé, elle déguste des sablés. Néanmoins, cette cantatrice se surveille car c'est aussi une vraie sportive. Une vie de chanteuse, c'est quand même une vie d'athlète. Hein. Et la voix, c'est du vent. Alors, pour préserver cette voix, il faut quand même faire très attention. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, hein. Je m'amuse. Hein. Et manifestement, c'est contagieux, tant sur scène que dans le public. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo de Patrice Drevet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, soirée polar avec PJ, avocat associé. 1h, le dernier journal, Laurence Piquet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images du tableau du peintre Titien intitulé « Repos pendant la fuite en Égypte » qui avait été volé en 1995. Le chef-d'œuvre a été retrouvé dans la banlieue de Londres dans un sac plastique. Thank you.